Une question que vous évoquez, c'est bon, au-delà des idées, au-delà des approches un peu globales, comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend possible la prise en compte de tout ou partie des sujets que l'on vient de partager. Et quelque part, ça nous ramène à quelque chose d'assez opérationnel, mais c'est nécessaire. Et dans ce contexte-là, comment, au travers de l'expérience que vous avez, tous les trois, notamment sur la mise en œuvre de solutions, de services au travers de solutions numériques, comment est-ce qu'on peut se poser la question du rôle du numérique, de l'impact du numérique sur l'amélioration des cadres de travail. Donc, juste pour résumer, si on doit, lorsqu'on parle de numérique, ça concerne en fait trois niveaux, trois types d'interventions. Il y en a peut-être d'autres, mais déjà ces trois-là sont extrêmement structurants. Il y a tout ce qui concerne le socle technique, avec encore une fois des éléments basiques comme la connectivité, mais c'est tellement important, votre exemple de pyramide avec le Wi-Fi en gros et en rouge, on a tous expérimenté dès qu'on arrive dans un endroit. C'est quoi le code Wi-Fi, donc on ne peut plus s'en passer. L'interopérabilité, qui permet donc le déploiement des services, et puis les services eux-mêmes, comme de la gestion de salles de réunion, pour éviter de perdre du temps, se retrouver au bon endroit, ne pas être perdu, trouver sa bonne place également. Le contrôle du confort, non pas à l'échelle d'un plateau, mais de plus en plus souvent maintenant à l'échelle de l'individu, du collaborateur lui-même. Et enfin, les outils numériques en tant qu'outils métiers, ça aussi, c'est une strate qu'il faut intégrer dans nos réflexions pour avoir des nouveaux projets qui portent le succès au quotidien, donc les sujets du travail collaboratif, de la gestion documentaire, l'organisation du travail à distance, etc. Donc sur ces sujets et au travers des expériences que vous avez dans vos entreprises, notamment avec le déploiement des labels Osmose et R2S, est-ce que vous pourriez nous faire partager comment quels sont vos premiers retours d'expérience? Est-ce que vous avez déjà des sortes d'évaluation sur ces changements? Ils sont en fonction des enjeux plus ou moins faciles, vous l'avez tous les trois bien notés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Donc effectivement, au travers de la collaboration qu'on a sur les labels Osmose et R2S, ça a à la fois une influence sur la manière dont on occupe les immeubles, mais également sur leur conception. Et la manière dont également ces immeubles-là vont, en particulier pour R2S, pouvoir améliorer la manière de fonctionner dans l'immeuble, mais également de communiquer avec l'extérieur et de faire le lien avec les quartiers et l'écosystème qui entourent directement l'immeuble. Nous, ce dont on s'aperçoit, alors sur la partie un peu structure, socle technique, d'abord, dans les décisions immobilières des entreprises, on se rend compte que les DSI sont impliqués beaucoup plus en amont, mais également beaucoup plus loin dans la mise en œuvre, dans la réception de l'immeuble et de la prise en main de l'immeuble par l'occupant, alors que il y a quelques temps encore, les DSI étaient éventuellement partie prenante sur la partie plus réseau, mais donc on voit bien qu'il y a aussi le souci au travers de l'accompagnement digital, de l'expérience du collaborateur, d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est sur la partie un peu structurelle. Nous, on réfléchit beaucoup sur des applications pour nos occupants, et on est en train de développer une application bâtimentaire, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais qui a pour but de pouvoir, avec finalement une seule application, répondre et solutionner pour l'occupant tout un tas de problématiques, qu'elles soient liées au confort d'occupation, à la capacité qu'on peut avoir d'ouvrir ou de fermer des rideaux, de mettre la climatisation, de pouvoir avoir du service à l'occupant, de conciergerie, tout ce qui concerne bien entendu l'alimentation, le service à la table, le room service,
Et donc aujourd'hui, on a une myriade, quand on est occupant d'un immeuble ou d'une entreprise, on a une myriade d'applis, et que finalement on utilise assez peu. Et je pense qu'un des enjeux de la technologie, c'est comme tu disais Alexandre, en effet, c'est de ne pas passer 10 minutes ou un quart d'heure avant de démarrer une réunion, c'est d'avoir quand même une solution pertinente, unique, qui rassemble l'ensemble des composantes et qui peut apporter une solution sur tous les aspects à des utilisateurs. Alors il y a beaucoup de défis techniques, puisqu'il faut assembler plusieurs compétences à la fois liées au fonctionnement du bâtiment, aux compétences des prestataires qui apportent du service, de la nourriture, etc. etc. Mais on a donc une application bâtimentaire qui s'appelle Louisi et qu'on est en train de déployer sur un certain nombre de nos sites sur notre patrimoine. Voilà un premier exemple. Alors, il y a plusieurs façons, à mon avis, de considérer la question du digital. Je dirais de façon très globale. Je pense que nous sommes dans une époque assez extraordinaire où on va peut-être résoudre quelques quadratures du cercle historiques. Première quadrature du cercle, rapprocher le temps des organisations du temps de l'immobilier. Très compliqué, ça c'est une très vieille affaire. Hein. Les bâtiments, comme le nom l'indique, sont des objets immobiles, massifs, coûteux. Les organisations sont de plus en plus rapides, volatiles, insaisissables, bref. On a toujours ramé, nous les professionnels, pour concilier ces deux temps. Alors avec des concepts qui sont apparus il y a finalement un certain nombre d'années, quand j'ai commencé dans ces métiers-là, il y a plus de 20 ans, hélas, on parlait déjà de fabriquer des boîtes dans la boîte, c'est-à-dire une boîte mobile à l'intérieur d'une boîte immobile. C'était un défi technique quasiment insurmontable. On s'aperçoit que maintenant, l'allègement considérable des technologies, les radios en particulier, l'allègement considérable des infrastructures techniques et des appareils que nous utilisons, les devices, nous rapproche probablement de cette capacité-là. Et c'est intéressant de voir que dans l'exposé que vous avez fait sur Osmose et R2S, en fait, vous introduisez des notions d'évolutivité, se donner les moyens de l'évolutivité. Et je pense que ça, c'est un sujet extrêmement important. Je dirais un peu à l'image de ce qu'on pratique dans le sport, surtout les sports d'ailleurs où sévit dopage massif, la notion de contrôle longitudinal. Savoir ce qui se passe sur la durée dans une organisation et comment elle évolue. Si vous, Alexis, c'est les grandes théories sur l'espace, on dit qu'il y a l'espace conçu, il y a l'espace vécu et l'espace vécu. Créer un autre espace qui n'est pas exactement le même que l'espace conçu, enfin bref, ce bazar bouge en permanence suivant la vie que l'on va y mener à l'intérieur. Il faut se donner les moyens de suivre ça. Vu de façon très prosaïque, dans un métier d'aménageur, je sais que chaque fois que l'on va concevoir un espace, il y a 10 à 15% qui vont tomber à côté de la plaque. C'est juste comme ça. Parce qu'on est dans les sciences un peu humaines quand même, on n'est pas dans les sciences exactes, on n'est pas dans la balistique. Même la balistique d'ailleurs peut être incertaine parfois. Et donc il faut se donner les moyens de constater ça et de se mettre dans un processus permanent d'amélioration. Ça je dirais c'est un peu du point de vue méta, construisons des immeubles, concevons des immeubles, là-bas les chez vous, qui permettent cette évolutivité, qui permettent de fabriquer légèrement des boîtes dans les boîtes. Deuxième sujet, et ça c'est plutôt du côté de l'utilisateur, il y a un énorme enjeu face à tous ces changements. Un énorme enjeu qui est lié à un énorme risque, qui est celui du sentiment de perte de contrôle. Ce que l'on fait remonter, d'ailleurs ça ressort un peu large part dans l'étude que vous avez menée, on commence à avoir un problème avec les utilisateurs quand ils ont le sentiment de perte de contrôle sur leur environnement. C'est perdre le contrôle de mon temps, perdre le contrôle de mon espace, perdre le contrôle de ma posture. Et quand on redonne à l'utilisateur, et les outils numériques permettent de le faire, un meilleur sentiment de contrôle, d'abord sur les conditions physiologiques de sa vie dans l'espace, mais aussi sur le choix de l'espace où je vais travailler, et donc quelque part le choix de la posture que je vais avoir au travail, on a fait un grand pas dans le sentiment de bien-être. Moi non plus, je ne vais pas jusqu'au bonheur, c'est plus difficile à définir le bonheur, mais au moins le sentiment de bien-être par le sentiment de maîtrise et de contrôle de ma vie au travail et de mon environnement au travail. Alors je partage ce qui vient d'être dit sur le besoin d'adaptabilité, de flexibilité de ces deux univers qui se rencontrent, qui sont les univers des organisations, les univers de l'immobilier,
quand on parle de bien-être et de santé, on a aussi des univers qui se sont rencontrés assez récemment, dans lesquels on pourrait aussi puiser des sources d'innovation pour le mettre dans l'immobilier, qui est la médecine et l'immobilier, qui est aussi un autre élément. Je pense qu'on pourrait poursuivre la discussion assez longuement sur ce sujet. Donc là, il y a des choses à aller chercher en matière de maîtrise de l'environnement intérieur, en matière d'information des occupants, en matière de meilleur pilotage et de meilleure réactivité du bâtiment à l'environnement et au contexte extérieur dans lequel il est. Donc ça, c'est une des briques sur lesquelles on travaille. Donc on a créé un accélérateur de start-up il y a 4 ans qui s'appelle Immowell Lab avec Impulse Partner, qui aujourd'hui accélère 120 start-up, pour une grande partie qui sont numériques et dans le monde du digital, qui montre qu'aujourd'hui, ce n'est pas les solutions qui manquent. C'est-à-dire que 120 startups, ça veut dire qu'on a sourcé plus de 300 pour arriver à 120 qui sont sélectionnés par un parterre de partenaires. Aujourd'hui, je pense que un des sujets qu'on doit aborder, c'est comment on fait travailler les collectifs qui arrivent à la conception, à la production, à l'exploitation d'un espace qui est un aménagement intérieur, de manière à ce que toutes les capacités qu'on donne avec le digital soient utilisées à la bonne escient et à leur bon niveau. Un des sujets qu'on doit aborder, à mon avis, quand on traite aujourd'hui du digital, c'est que le digital coûte cher aussi. Il coûte cher en euros, il coûte cher à la planète, il coûte cher en ressources, et aussi il peut coûter cher parce qu'il provoque des distances. C'est-à-dire que éventuellement l'ordinateur, le téléphone, je suis la première à dire, j'ai dit tout à l'heure, nous apporte énormément de possibilités de travail à tout moment, à tout endroit, avec plusieurs personnes, puisqu'on a beaucoup d'outils partagés, mais il crée aussi des distances et ils peuvent créer des isolements. Et donc ça, je pense que c'est un sujet qu'on doit absolument traiter, de manière à ce que ces outils digitaux permettent de traiter ces liens et ces distances managériales qui se créent par les espaces distribués. Et je pense que là, il y a un très grand champ de recherche à mener pour savoir comment on met au service d'eux le digital, au service d'une performance des organisations et des hommes qui les utilisent pour leur bien-être et pour leur épanouissement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un très très beau terrain de jeu qui a commencé à être mis en avant dans un certain nombre d'opérations. C'est que les personnes à mettre autour de la table pour réussir cet enjeu qui permet d'allier tous les bénéfices et faire des co-bénéfices de l'immobilier, de l'espace physique, du digital, des solutions numériques, des écosystèmes, des startups, des grands groupes, des intrapreneuriats, et je peux en faire une liste comme ça, une litanie, c'est le fait de mettre autour de la table les gens qui produisent les bâtiments, les directions de l'immobilier, mais également les directions des RH, des communautés managériales, des DSI et les exploitants de l'ensemble de ces solutions. Et je pense que la co-création, la co-élaboration de solutions, qui n'est pas un sujet simple, comme ça paraît évident de mettre autour de la table, mais ce n'est pas un sujet simple, nous permettra potentiellement de... je ne suis pas sûre qu'on réduise ce 10 à 15% sur lesquels je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'on tape à côté, mais on peut aussi se donner les moyens de permettre de mesurer ces 10 à 15% et de faire évoluer les bâtiments pour que ces 10 à 15% restent peut-être 10 à 15%, mais un peu moins impactants que les 10-15% de l'état antérieur. C'est la part des anges dans les bouteilles de whisky. Exactement. Donc, qu'on partagera après. Ça n'empêche pas la qualité du whisky. Donc je pense que c'est cette notion de comment on fait un immobilier qui est un immobilier à impact positif, tenant compte de tous les outils qui sont aujourd'hui mis à disposition. Et on est très nombreux à travailler sur ces questions, de manière à créer cet impact positif pour les hommes qui les utilisent, pour les organisations qui doivent y performer, et pour les citoyens qui doivent y trouver leur place. Merci. Jérôme, vous voulez rajouter quelque chose ou... Non? Oui, allez-y. En effet, je pense qu'il y a la dimension programmatique des immeubles qui nécessite beaucoup de réflexion. Et puis effectivement, les prises de décision aussi sont beaucoup moins concentrées autour de direction immobilière ou simplement d'une direction générale d'entreprise. Effectivement, on voit bien que maintenant, il y a beaucoup de composantes qui rentrent en ligne de compte sur les décisions à prendre pour impacter l'espace de travail et la qualité. Nous avons commencé avec Ardam depuis assez récemment, en fait. Ça fait presque 3 années pleines, c'est finalement assez récent, on nous intéressait à la question du digital, et maintenant, je dirais après une phase un peu gazeuse d'expérimentation sur nous-mêmes, nous sommes en phase de déploiement opérationnel. Et en fait, il nous a apparu qu'il y a un énorme sujet qu'il faut traiter, je veux dire, au-delà des enthousiasmes sur les miracles des technologies digitales. Quand on considère des objets aussi massifs, complexes que des immeubles tertiaires avec des organisations de travail dedans, la sécurité va devenir un vrai sujet.
vrai sujet, et si on ne le traite pas, ça va devenir un vrai obstacle. Nous avons dans nos équipes des spécialistes de la cybersécurité. Ils vous apprennent, je ne le savais pas, que le moindre IoT dans un bâtiment est une porte d'entrée et qu'il y a déjà des milliers de cas documentés de systèmes informatiques qui ont été cassés en rentrant par une ampoule qui a été grabouillée. Et ça, je peux vous dire que si ce sujet-là n'est pas correctement traité, je ne peux pas être pessimiste, hein, mais ça va être un vrai sujet, un vrai frein au développement des technologies digitales au service de l'exploitant du bâtiment et de l'utilisateur. Ça va être un vrai sujet qu'il va falloir traiter durement. Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est le niveau de sécurité de l'entreprise et du système d'information de l'entreprise, d'une part, mais c'est également l'accès aux données personnelles, d'une certaine façon, des collaborateurs. Donc là, on a un double sujet quand on parle de sécurité liée à tous ces nouvelles solutions. Mais effectivement, c'est des sujets que l'on traite dans différentes instances, commissions, etc. Mais voilà, les solutions ne sont pas encore idéales à ce jour. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, Alexandre, sur cet aspect du digital et de son rôle? Oui, volontiers. Moi, je trouve que le lien entre le digital et l'espace est pour moi très clair. Il y a vraiment une sorte de symétrie des formes, de la même manière que les espaces permettent la collaboration aujourd'hui. Et pour illustration de ça, on s'aperçoit que, alors qu'il y a quelques années, on préservait une semaine à l'avance une salle de réunion en vue d'un meeting, aujourd'hui la collaboration elle se fait de manière impromptue, soudaine et spontanée, et quelques personnes décident de se mettre là où à côté pour collaborer tout d'un coup. Le travail devient collaboration. Donc ça c'est un aspect important à prendre en compte, c'est cette spontanéité, et par symétrie des formes, dans le monde digital, pour moi la vraie transformation digitale elle doit passer par une diminution des mails et le passage à des plateformes, des réseaux sociaux. C'est ça la vraie révolution, à l'image d'Atos qui a diminué 70% ses mails sur 7-8 ans. Donc par symétrie des formes, dans les deux endroits, espace physique ou espace digital, on fait tomber les barrières, on crée de la transparence, on décentralise la décision, parce que tout d'un coup, physiquement, comme on peut se mettre à collaborer rapidement, on prend une décision à 3 ou 4 sans attendre la réunion avec le grand chef une semaine plus tard. De la même manière, dans le digital, on est sur un channel d'un réseau social et les personnes qui sont là décident rapidement par sollicitation d'avis ou d'autres modes de décision, et bien quelque chose d'important pour l'organisation. Donc en résumé, pour moi, les vertus décloisonnement, transparence, collaboration, décision, gouvernance rénovée, eh bien, sont visibles aussi bien dans la transformation de l'espace que dans la transformation digitale. Et j'aime beaucoup, pour boucler avec le propos de Jérôme, j'ai envie de vous appeler Yves ou Stéphane ou Étienne, il y a plein de noms de personnes extraordinaires comme vous avec le même nom de famille. Eh bien, j'aime bien l'idée que finalement, le DRH, le DSI, le directeur et la directrice immobilière, eh bien, ont besoin véritablement de collaborer, parce que transformation du lieu physique cache tellement de choses derrière en termes d'impact sur nous, hommes et femmes. Merci pour votre compliment, Alexandre. En guise de conclusion, et on passera après aux questions, on a laissé un peu passer le temps parce qu'on nous a dit que la salle n'était pas prise tout de suite, hein, donc on s'est donné un peu de confort, donc il y aura du temps pour les questions. Donc en guise de conclusion, ce qui s'est dit beaucoup hein, depuis le début de la conférence, c'est cette espèce de porosité de plus en plus importante entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Une porosité qui donne du confort, qui amène des services, notamment aux collaborateurs, services qui autrefois étaient plutôt dans la sphère strictement privée. Donc cette espèce de fusion, sphère privée, sphère professionnelle, voire confusion, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable
désirable. Est-ce que c'est quelque chose qui va contribuer au bien-être et au bonheur? Est-ce qu'il y a un risque à ce que cette confusion ou cette porosité se fasse de façon totale, qu'il n'y ait plus de frontières privées et professionnelles? Donc une question un peu ouverte, mais voilà, qui est, je pense, appelée par tout ce qu'on vient de se dire, si on devait se projeter un peu sur l'évolution, notamment au niveau sociétal, au niveau social. Il me semble qu'il y a quelques études qui nous indiquent que en fait, la question, c'est pas tellement le mélange de la sphère privée et de la sphère professionnelle. Enfin, de toute façon, le mal est fait, alors n'en parlons plus. Je ne sais pas si c'est complètement une fatalité quand même. Non, mais la question, c'est plutôt de savoir si je peux facilement sauter de l'un à l'autre. Et en matière d'aménagement, on s'est aperçu qu'en fait, on est d'autant plus enclin à la collaboration que l'on a la capacité à se replier dans sa chapelle quand on en a envie. Voilà, c'est une façon... on est dans des modes qui sont beaucoup plus à peur qu'on ne l'était par le passé. Et on le sait bien sur son ordinateur ou son téléphone, sauter dans la même minute de sa réservation de billets d'avion pour ses prochaines vacances à une discussion avec son patron ou avec un collègue. Donc la question c'est dans quelle mesure est-ce que j'ai la liberté de passer de l'un à l'autre, et auquel cas je respecte mes sphères privées et professionnelles, me semble-t-il, c'est une réponse. Oui, non, mais c'est effectivement une réponse, Alexandre. Moi je pense que si on réfléchit à demain, pas demain mais à après-demain, j'ai bien dit, je suis persuadé, mais comme c'est filmé, on pourra regarder la vidéo dans 10 ans. On n'a pas idée de la convergence qui est en train de se produire. C'est-à-dire que quand on voit s'inviter le travail à la maison au travail, les animaux, les enfants, la nature, les activités, le monde associatif, je pense que quand on parle de transformation des espaces de travail, en fait, on cache par ce simple mot quelque chose de beaucoup plus total que ça. C'est la réinvention possible d'autres unités de société. On peut imaginer que demain, en s'appuyant sur les coworking, les tiers-lieux, au lieu d'avoir des lieux d'activité qui sont la défense, des lieux commerciaux qui sont des centres commerciaux, des écoles, etc., on ait petit à petit des expérimentations qui se fassent dans lesquelles eh bien, on vit dans un endroit où il y a également de l'activité économique, des associations, la possibilité peut-être, j'aurais été très heureux qu'il y ait une crèche d'entreprise au Palais des Congrès pour éviter de courir chercher mon enfant à 17h30. Bref, je pense qu'on est en train de dire rien de moins que de refabriquer la trame même de notre société et relocaliser plus près de chez nous et de manière plus intégrée eh bien, c'est l'ensemble de ces usages. Et pour poser un mot là-dessus, je pense qu'il s'agit d'avoir une intégrité plus grande de l'être humain, c'est-à-dire pas être fractionné entre le professionnel, le papa, le patron, le citoyen, etc. Et permettre à tout ça d'être plus proche de chez nous et en un même endroit, je pense que ça nous rendrait moins schizophrènes et ça rendrait la vie plus riche, pourvu qu'on apprenne à gérer ce nouveau mode de vie. Et puis, comme vous le disiez, Frédéric, qu'on nous donne cette liberté-là, hein, parce que c'est primordial d'avoir cette autonomie. Voilà, exactement. Alors c'est intéressant parce que je pense que du point de vue des acteurs de la construction, des acteurs de l'immobilier, ça pousse aussi à beaucoup plus d'agilité, puisqu'on voit bien qu'il y a des tendances qui se dégagent, mais il y a de plus en plus de choses qui font débat aussi, même s'il y a des choses qu'on pense être évidentes, en réalité, la manière qu'on a de pouvoir communiquer, de soulever des problématiques et d'en débattre font changer parfois les certitudes qu'on peut avoir les uns et les autres. Les débats sont de plus en plus vifs. Et du coup, ça pose la question du produit immobilier, de la conception des produits immobiliers, de leur réversibilité, leur adaptabilité. Sur le sujet, vous savez que ICAD est lauréat de l'eau de construction du village olympique pour les Jeux Olympiques 2024. Et effectivement, dans le cahier des charges de réponse, il fallait effectivement imaginer aussi la réversibilité, la transformation des bâtiments en autre chose qu'un village olympique. Eh bien, je pense que dans la manière de travailler, il y a beaucoup de réflexions autour des thèmes du co-living,
d'avoir des immeubles dans lesquels on peut habiter, travailler, etc. Voilà. Et je pense que pour l'industrie immobilière et tous les constructeurs, ça va être effectivement sans doute un des défis des prochaines années. Merci Gwenaëlle. Sur cet aspect de quartier, puisque chez Arpassos, on a la chance de travailler de l'échelle de l'aménagement intérieur jusqu'au quartier. Donc je pense qu'on a des très beaux laboratoires qui se sont fait naître là avec tous les concours qui ont lieu, celui que vous venez de citer, sur lesquels je pense qu'on aurait tous intérêt à faire des observatoires des pratiques et des observatoires des impacts réels de l'ensemble de ces nouveaux objets qui doivent être extrêmement mutables. Le seront-ils jusqu'à quel point? Puisque j'estime qu'ils sont très liés à toutes les solutions de mobilité qui vont pouvoir être mises à disposition des occupants des quartiers vers leur lieu de travail ou leur lieu de loisir. Et ça, je pense que c'est une dimension qui est vraiment un lien très très fort, qui est d'ailleurs débattu dans plusieurs conférences du CIMIL. Hein. C'est ce lien entre mobilité et territoire, et bureaux, loisirs, co-living, etc., etc. Il y a une petite, dans l'étude, pour en faire un dernier clin d'œil peut-être, mais je te laisserai faire le dernier clin d'œil peut-être, vous parlez de résimercial dans l'étude, qui est cette notion d'allier les besoins de vie personnelle, de vie professionnelle, et comment ça se traduit dans des espaces intérieurs de bureaux, des espaces de travail. Okay. Merci. Merci à tous quatre. Vous vouliez rajouter quelque chose? Allez, un petit dernier mot, après on va passer au Je dirais, nous allons très certainement, dans de très nombreux domaines, et dans le mode de l'immobilier, entrer dans la période des hybrides. On va voir apparaître des objets étranges, un peu chimériques, il faudra s'y habituer. Et je pense que si on déroule la pelote, et là ça tombe plutôt du côté de Jérôme et des grandes maisons comme Icade, la question de la façon dont on va construire les bâtiments et se donner les moyens demain de les déconstruire dans une optique de développement durable seront probablement des très grandes questions. Ça va jusqu'à l'ingénierie du bâtiment et les sciences des matériaux, etc., etc. Il va y avoir beaucoup de développement pour rendre possible ces produits hybrides.